Bonjour à tous. Nous voici réunis aujourd'hui pour la finale tant attendue. Spectateurs et candidats avaient coché cette date depuis longtemps, tant cette soirée s'annonce palpitante. Mais avant tout, je vais passer le micro à mon collègue Anthony ici présent pour vous parler de l'association et de nous-mêmes. Bonsoir à tous. Alors nous sommes le projet Éloquence et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre événement phare, la finale du concours d'éloquence de l'IAE 2023. Donc nous sommes honorés de la présence de Madame Salerno, la vice-présidente du jury. Donc je vais présenter un peu l'équipe. Donc nous avons Alexia, nous avons Édouard, Emeline, Agathe, Charlotte et moi-même qui composons cette équipe, et également les Erasmus qui nous regardent, ils sont là-bas. Donc il y a Olivier, Mehdi, Charlotte et Maëva. Coucou. Nos objectifs et sources de motivation dans ce projet sont de faire découvrir et de rendre l'éloquence accessible au plus grand nombre d'étudiants, parce qu'on est convaincu que c'est un atout majeur dans la vie professionnelle et personnelle. Donc cette année, nous avons, en plus d'organiser ce concours, on a aussi organisé des masterclass sur des thèmes très variés de l'éloquence, comme le théâtre avec David qui est dans le jury, les ressources humaines, l'art oratoire ou encore la plaidoirie, où nous avons fait intervenir des intervenants professionnels dans ce secteur-là. Et nous participons aussi la semaine prochaine au concours Inter-IAE organisé à Rennes, que nous espérons remporter à nouveau cette année comme l'année dernière. Donc on a pris beaucoup de plaisir cette année à organiser ces divers événements, et on espère que vous prendrez autant de plaisir que nous ce soir. Donc je vais vous faire une petite explication de comment va se dérouler la soirée. Donc il y a 5 demi-finalistes qui vont passer chacun un tour de rôle pendant 5 à 8 minutes sur un sujet différent. À l'issue de ce passage, seuls 2 d'entre eux seront sélectionnés pour une joute oratoire. Donc ils auront 20 minutes pour préparer le même sujet, mais sur 2 points de vue différents. Et après, ils passeront en face à face pendant un quart d'heure environ. Et ensuite, du coup, il y a seul un d'entre eux qui sera sacré grand gagnant et qui pourra effleurer la coupe. Et ensuite, pour fêter tout ça, on se donne rendez-vous au Papa Bar pour une petite soirée après, pour célébrer le gagnant. Et surtout, restez attentifs, le public, puisque comme au second tour, vous aurez encore un rôle à jouer. On ne vous dit pas encore quoi, mais restez attentifs. Bonne soirée à tous. Alors, cette soirée s'annonce très sympathique, très bien. Et pour qu'elle soit même digne de ce nom, on a accueilli aujourd'hui un jury d'exception. Alors, je vais demander au jury de venir auprès de moi pour que je puisse les présenter un à un. Et j'espère surtout que vous allez faire un tonnerre d'applaudissements pour eux. Pour la première personne que nous accueillons, vous la connaissez peut-être déjà, parce qu'elle a déjà remporté le concours d'éloquence à l'édition 2022. Il est étudiant en Master 2 exécutif ici même, à l'IAE. Il est également formateur en art oratoire et connaît la difficulté que nos prochains candidats auront à se démarquer des autres. Veuillez applaudir très chaleureusement Monsieur Mohamed Joma. Professeur certifié en français, mais aussi comédienne et metteuse en scène. Notre deuxième jury sera particulièrement attentive à la forme, mais aussi au fond du discours des candidats. Je vous demande d'applaudir Madame Mathilde Béal. Spécialiste du théâtre d'improvisation, comédien, traducteur, mais aussi doubleur, l'art oratoire est sa passion, et aussi sa profession. Je vous demande d'applaudir Monsieur David Daudruy. La dernière personne est un avocat. L'éloquence fait partie intégrante de son quotidien. Il est aussi maître de conférences à l'Université de Lille, ce qui signifie qu'il sait ce que cela fait de prendre le micro et de parler face à un public venu très nombreux. Notre dernière composante de ce jury, veuillez accueillir très fortement, très chaleureusement, avec des grands applaudissements, Monsieur Alexandre Barège. Avant de vous présenter les candidats, avant qu'ils viennent devant moi, j'aimerais juste faire un petit rappel, notamment sur ce qui s'est passé avant, pour ceux qui étaient là ou même ceux qui n'étaient pas là. Je vais parler de ce qui s'est passé au premier tour, au second tour et comment on en est arrivé là. Alors, pour le premier tour, le 17 janvier, il y avait 16 candidats. Un thème,
choisis parmi 2 proposés à ces mêmes candidats, où ont été retenus les 10 meilleurs. Le deuxième tour, qui a eu lieu justement à la Saint-Valentin, le 14 février, 10 candidats étaient par binôme. Un sujet du débat, où l'un défendait la version négative et l'autre la version positive. Les 5 candidats qui l'ont emporté sont ici ce soir, et je les invite à me rejoindre ici même avec moi. Et j'espère que vous allez les applaudir. Pour l'instant, je vais vous faire juste une brève présentation des candidats, parce que j'irai plus en profondeur lorsque ce sera leur tour. Mais juste pour rappeler qui ils sont. En première, je veuillais applaudir fortement Iman, s'il vous plaît. Veuillez faire encore plus de bruit pour Enzo, s'il vous plaît. Faites du bruit également pour Mathilde. Vos meilleurs applaudissements pour Anna en L1. Et un tonnerre d'applaudissements pour Baptiste, s'il vous plaît. Maintenant, et selon l'ordre de passage, je vais laisser les candidats regagner leur place, mis à part Baptiste, puisque c'est le premier à passer. Baptiste représente les L3 Banque Finance. Il est breton, fan de football et lillois depuis 6 mois. Il dit qu'il préfère dépenser ses mots que son argent, car des mots, il est sûr d'en avoir. Espérons qu'il en ait assez pour traiter son sujet. Veuillez, encore une fois, applaudir Baptiste, s'il vous plaît. Au cours de notre vie, nous serons amenés à traverser de nombreuses épreuves. C'est ainsi que le 17 janvier dernier, je commençais ce concours, prélude d'une aventure qui se termine ce jour. Une aventure que le Baptiste d'il y a 2 mois n'imaginait pas si riche. Une aventure que le Baptiste d'il y a 2 mois n'imaginait pas si passionnante. Non, le Baptiste d'il y a 2 mois ne pensait pas être de ce côté de ce pupitre aujourd'hui. Quel honneur et quel plaisir d'ouvrir cette finale du concours d'éloquence de l'IA de Lille. Sans eux, serais-je ici aujourd'hui? Quand je dis eux, je parle de ceux que je porte dans mon cœur. Ceux qui me permettent chaque jour de grandir, d'évoluer, de me perfectionner. Ils m'encouragent, me félicitent, me critiquent. Non, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de son entourage. J'ai entamé ce texte en évoquant les épreuves que nous traversons. Épreuves, véritable maître-mot de notre vie. Oui, elles forment le quotidien de chaque être humain. Vous, public, vous, jury, vous, finalistes, vous avez et vous allez tous rencontrer des épreuves. Des événements que vous avez dû surmonter et qui forment donc votre singularité. Comme dirait Forrest Gump, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur laquelle on va tomber. Impossible de prévoir ce qu'il va nous arriver. Il y a des événements qu'on aimerait ne pas arrêter et d'autres qu'on aimerait ne pas commencer. Mais que seraient ces étapes de notre vie sans les personnes qui nous entourent? Les plus belles fiertés ne sont-elles pas le fruit d'un soutien sans limite? N'associez-vous pas les étapes importantes de votre vie avec certains visages? Moi, oui. Parmi ces visages, il y a la famille, il y a les amis, et il y a les amis qui deviennent la famille. Vous savez, ceux que vos parents considèrent presque comme leurs propres enfants. Cette personne avec qui vous avez passé votre enfance, votre adolescence, désormais les pénuries d'essence.
Elle est votre sixième sens, vous savez tout de ce qu'elle pense. Des histoires, vous en avez à raconter, oui. Des soirées trop arrosées, des passages plus compliqués. Par tous ces moments, à vie, vous êtes liés. Et puis un jour, les deux frères prennent des chemins qui diffèrent. Cette amitié envers cet ami lié reste inchangée, mais les contacts deviennent plus limités. C'est alors que de nouvelles rencontres sont en train de se créer. Des amitiés naissent, des amitiés meurent. Il paraît pourtant difficile de compenser une amitié d'une vingtaine d'années par une récente rencontre inusitée. Damso évoque des amis qu'il porte dans son cœur, mais qui lui portent l'œil. Moi qui pensais que l'amitié était basée sur la réciprocité, l'enfant que je suis voit en cette phrase une absurdité. Notre cœur est-il assez grand pour porter des gens malveillants, des gens qui ne méritent pas de connaître nos parents, des gens pour qui l'argent est le plus important, pour qui le nom vaut plus que le fond? Ces gens-là, comme dirait Jacques Brel, sont tout sauf des gens sur qui compter. Seront-ils là quand vous serez peiné? Seront-ils là quand vous serez fauché? Seront-ils là quand vous ne serez bientôt plus là? Ces gens-là ne sont pas amis avec vous, non, mais avec vos qualités et avec ce que vous représentez. Le plus dur, c'est que vous croyez en cette amitié, vous y croyez. Même pas un instant, vous n'avez le temps de douter. Et puis un jour, ces gens ne seront plus là. Ces gens-là vous critiqueront. Ces gens-là vous oublieront. Ces gens-là vous dénigreront. Soudain, la déception et la désillusion, une remise en question, l'impression d'avoir perdu son temps et une part de son vivant. Celui que vous pensiez sincère n'était d'autre qu'un ramasseur de poussière, un chercheur de lumière qui vous porte ombrage, en plus de vous porter l'œil. Sa lubie, consommer votre énergie. On le comprend, vu les prix d'aujourd'hui. Si seulement la vie avait une vision omnisciente, les amis seraient, il me semble, choisis beaucoup plus facilement. Nous pourrions connaître l'intérêt premier de chaque personne avec qui nous allons trinquer, car 1001 raisons sont à l'origine d'une amitié tronquée. Chaque ami est un ami différent. Il y a le meilleur ami, l'ami d'enfance, Amy Winehouse, les salamis, les faux amis. Et puis au fond, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais amis. Enfin, je crois plutôt qu'il n'y ait pas de mauvais amis. S'ils sont mauvais, ce ne sont pas vos amis. En toute modestie, si les gens m'envient, cela veut dire que j'ai réussi. Quand on sait ce que l'on vaut, il faut savoir garder les solides amitiés au chaud. Les copains sont ce qu'il y a de plus sain. Ces copains qui ne sont pas bien quand vous n'êtes pas bien. Ces copains avec qui vous ne formez qu'un. Accordez votre énergie et votre temps à ceux qui en valent la peine. Alors oui, certaines personnes que je porte dans mon cœur vont peut-être me porter l'œil. Mais cet œil est si bien porté qu'il me permet de voir plus loin que cette absurdité. Mes chers amis, c'est ainsi qu'aujourd'hui, je conclus ce discours, épilogue d'une aventure qui se termine ce jour. Merci. T'as dit quoi? Ouais. Pardon? Il parle bien, il parle bien. Non, mais... du vocab, le petit loup, là. Je pense que c'est dans l'autre comme ça. Non, je pense que c'est dans l'autre comme ça. C'est toi encore? Oui, nice, je devrais pas tenter moi. Ouais, il est chaud quand même. Ouais, c'est la. Alors, brillant discours de sa part. Maintenant, notre prochaine finaliste est une étudiante en L1, gestion, qui par le passé était souvent stressée lors d'un passage à l'oral.
Ne me demandez pas si cela fonctionne, mais à l'époque, elle tournait sur elle-même afin de se déstresser. Espérons qu'aujourd'hui, notre finaliste soit à l'aise et que ses propos ne tombent pas en rond. Veuillez applaudir Anna très fort, s'il vous plaît. C'était écrit. Lorsque j'ai reçu ce mail, la semaine dernière, où l'on me donnait le sujet que j'allais devoir défendre devant vous ce soir, j'ai ouvert grand les yeux et un élan de panique m'a traversé. C'était écrit, mais qu'est-ce qui était écrit ? Alors je me suis vite reprise et j'ai tout de suite repensé à mon entrée à l'IAE. À l'ouverture de Parcoursup, il y a moins d'1 an, j'ai les mains tremblantes, moites. Le stress monte. Malheureusement, je vois que je suis en file d'attente. L'été arrive et je finis première sur la liste d'attente. Je finis par accepter un vœu, sans réelle conviction, et je me dis que c'est arrivé pour une raison et que c'était écrit. Le jour de la rentrée, je reçois un message. Parcoursup m'annonce que mon vœu a été accepté et que je dois contacter l'établissement. Dès le lendemain, je me retrouve transférée. Et là, je me dis que c'était vraiment écrit. On m'avait dit que tout arrivait pour une raison, mais je n'y prêtais pas vraiment attention. Alors quand j'ai reçu cette nouvelle, c'est à ce moment-là que le « c'était écrit » que l'on m'a toujours répété a pris tout son sens. C'était écrit. Une formule que l'on entend tous souvent, n'est-ce pas ? Elle évoque le destin, la fatalité, un sort auquel on ne peut se soustraire. Cela devait arriver. C'est une chose assurée. On ne peut se soustraire. Elle est certaine, et je dirais même inéluctable. Une destinée à laquelle nul ne peut échapper. Ce qui est écrit ne peut être effacé, et ce qui est effacé ne pourra plus être fait. C'était écrit, un destin auquel on se soumet tous. Vous connaissez tous sûrement le tragique destin d'Oedipe. Il subit la malédiction qui frappe sa famille et, à son insu, tue son père et épouse sa mère. Eh bien, lui aussi est soumis au destin. Il est soumis à son destin, un destin tragique, car c'était écrit. C'était écrit. Ce fatalisme force l'humanité tout entière, le monde dans son ensemble et l'existence humaine à suivre une marche inéluctable, où le cours des événements échapperait à la volonté humaine. Mais pourquoi éprouvons-nous le sentiment de subir ce qui nous arrive ? Pouvons-nous sortir de notre position de victime ? Reprendre les rênes de notre existence implique d'accepter de ne pas tout contrôler. C'est vrai, c'est un réel défi. Mais ne sommes-nous pas dotés d'un libre arbitre ? Si tout est déjà écrit, pourquoi ne pas laisser les choses suivre leur cours et ne plus rien faire ? Ce soir, si je gagne, c'était écrit. Si je perds, c'était écrit aussi. Alors je ne fais plus rien. Pourquoi faire les choses si la finalité sera la même et que tout est écrit ? Notre destin est inchangeable, alors pourquoi se battre contre lui ? Je ne sortirai pas indemne de ce combat, alors pourquoi mener cette lutte ? Qui écrit ce destin ? Où est-il écrit ? Qui le choisit ? Laissez-moi vous dire ce soir que nous sommes tous capables d'écrire notre propre histoire. Dans cette salle, vous pouvez tous maîtriser votre destin, prendre en main votre vie. Alors c'est vrai, peut-être qu'en cas d'échec, entendre que c'était écrit pourra vous réconforter. Et c'est peut-être le cas, nous ne pouvons pas tout contrôler sur cette terre. Mais ne pensez-vous pas qu'en étant acteur de votre vie, vous pourrez maîtriser votre destin ? Alors, si vous entendez cela ce soir, cela était peut-être écrit. C'est peut-être un signe de la vie qui vous envoie un message pour que vous décidiez de qui vous souhaitez réellement être. Si dans la vie, des épreuves vous touchent, des difficultés arrivent et que tout se complique, la manière dont vous réagirez face à celle-ci, ça, vous le décidez.
Si vous souhaitez oui ou non vous reprendre, si vous rebondissez pour en faire une force, si vous l'utilisez comme un tremplin pour en sortir grandi. Rien n'arrive au hasard. Croyez-vous que lorsque Nelson Mandela a été enfermé, il a abandonné sa cause? Et pourtant, il est emprisonné 27 ans. 27 ans. Pendant 27 longues années, il est condamné aux travaux forcés injustement. Mais il a décidé de prendre son destin en main et s'est battu. Il s'est battu et a fini président. Et surtout, l'un des plus grands symboles de sa cause. Qui l'aurait cru? Mais pourtant, c'était écrit. Et ce n'est pas le seul. Combien de personnalités ont connu des échecs cuisants juste avant de connaître un immense succès? La vie est un combat acharné, pour lequel il faut perpétuellement se battre pour en ressortir glorieux. Votre destinée est entre vos mains. Alors, si ce soir, je prends mon destin en main et décide de surmonter ma peur en étant devant vous, c'était écrit. Alors, pour le prochain candidat, on dit qu'il est tchatcheur, fan de Molière et de sa langue. Je pense que vous savez de qui on parle parmi les 5, c'est déjà levé, bah, très bien. C'est un jeune entrepreneur hyperactif, passionné avant tout, et qui sait trouver ses mots quand il le faut. Aujourd'hui, c'est le moment de les trouver, et j'espère que notre représentant des M1 MBU y arrivera. Je vous demande d'accueillir très fortement Enzo, s'il vous plaît. Ignorant, inculte et même sot. Ce sont les 3 mots que j'ai décidé de choisir pour qualifier l'espèce qui est la nôtre, l'être humain. Cette espèce qui par excellence pense tout savoir. En réalité, il n'en est rien. Car voyez-vous, tous les 5 ans, le GIEC évalue nos comportements et notre impact sur l'environnement. Et devinez quoi? Tous les 5 ans, nous apprenons ce que nous connaissions déjà. Mais nous l'apprenons de différentes manières, toujours avec une once d'étonnement. Et nos plus grands politiques divulguent avec une parcimonie incroyable un plan d'action aux oignons. Et tous les 5 ans, l'homme sait, mais n'ose pas. En tout cas, une chose est sûre, il ne fait pas. Alors, contrairement à l'homme, Socrate et moi pensons et savons que nous ne savons rien. Pour moi, l'omniscience est une perte de sens. Se lever chaque matin en sachant tout, c'est foutrement ennuyant. Mais se lever chaque matin en ne sachant rien, c'est peut-être le pire. Alors, dans le doute, je veux savoir. Je veux savoir car savoir, c'est en fin de compte voir ce qui nous entoure. C'est découvrir les alentours, c'est comprendre les troubadours. Le savoir est en quelque sorte une paire de lunettes. Avec, on peut mieux apercevoir ce qui nous attend et agir, pourquoi pas, dans les temps. C'est parce que nous connaissons que nous faisons. Et finalement, c'est grâce à cette paire de lunettes que votre opération fut un succès, car votre chirurgien myope savait ce qu'il faisait. En réalité, je veux savoir, car savoir, c'est pouvoir. Pouvoir lire une partition, pouvoir manger comme un aristo, pouvoir cumuler les ascensions. Le pouvoir de faire des choses qui me dépassent. Et si je peux oser faire tout cela, c'est que j'ai peut-être acquis une certaine connaissance. Parlons-en de la connaissance.
quelle connaissance? Est-ce la connaissance que nous apprenons ici à l'IAE dans ces murs, dans les journaux, à la télévision, ou bien sur TikTok? Voyez-vous, tout nous est donné. La quête de l'information n'en est plus une. Une société où tout est facile. Tout nous est trié, prémâché, puis donné. Alors, une oie ou un oisillon, je vous laisse choisir votre réincarnation. Ainsi, l'info n'est plus la nôtre. Elle est collective. Un comble pour l'une des quêtes les plus intimes. Une quête qui suppose de chercher, de s'interroger, de remettre en question nos certitudes et nos préjugés. Elle suppose de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, d'affronter ses peurs et ses doutes. Car la connaissance, c'est aussi une question de courage. Le savoir nous demande d'oser. Quand Emmanuel Kant dit « ose savoir », il sous-entend que nous ayons le courage de nous servir de notre propre intelligence. Je vous avoue que quand j'ai entendu ça, quand j'ai regardé ça, la première chose qui me suis venue en tête, c'est qu'est-ce que ma propre intelligence? Ma propre intelligence, mon propre savoir, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu. Ce sont mes premières parties de tiercé avec mon grand-père dans le bistrot d'à côté. Sacré Michel. Ce sont mes premières victoires et mes premières défaites. Ce sont mes premiers doutes, mes premiers questionnements. Ce sont toutes ces expériences qui m'ont permis de grandir et de cultiver mon archipel de connaissances, aussi petit soit-il. Mais pour qu'un savoir reste un savoir, il faut le bonifier. Pour ça, il faut oser. Oser engranger de nouvelles connaissances, oser avancer sans se retourner pour découvrir à chaque instant. Il est probable que la plus belle œuvre de chaque être humain soit celle qu'il aura créée à partir de lui-même. Bien sûr, il y aura des tentatives déchues et des succès en demi-teinte. Mais j'en suis convaincu, il vaut mieux oser vivre cela que de rester planté là. Et je pense que vouloir savoir, c'est l'espoir de recevoir. Peu importe qui nous sommes, vous et moi dans cet amphithéâtre ou ailleurs dans le monde, sachez que nous ne savons toujours rien. Alors osons. Car au final, la route du plus tard conduit au pays du jamais. Et messieurs, dames, ce n'est pas 5 ans qu'il faut attendre pour oser savoir, c'est maintenant. Un, deux, impeccable. Maintenant, c'est au tour d'une finaliste décontractée qui aborde le concours dans le but d'y prendre du plaisir, mais aussi de se lancer un défi. On dit qu'elle ne sait pas doser, soit elle ne fait rien, soit elle fait tout. On lui souhaite de faire tout correctement pour son passage. Veuillez applaudir Iman, représentant des Mains Management. Heureusement que c'est au hasard d'attribuer les sujets, autrement je me serais sentie légèrement visée. C'est vrai, c'est tout de même cocasse que particulièrement celui-ci soit attribué à quelqu'un qui ne fera jamais plus d'1m60. Bon, pour ce qui est de l'esprit, je ne pense pas manquer de maturité. Pour le reste, disons simplement que les gènes que m'ont transmis mes chers parents ne m'ont pas beaucoup aidé. En parlant de parents, les vôtres ne vous ont-ils jamais dit « tu comprendras quand tu seras grand ».
Elle n'était pas magnifique, cette douce insouciance de l'enfance, remplie de moments simples et sans tracas. Des vacances d'été sans fin. Elles duraient presque 3 mois. Elle était douce, cette enfance. Pourtant, nous ne voulions qu'une seule chose. Grandir. On mettait les chaussures de nos parents. Elles étaient 3 fois trop grandes pour nous. Et eux, ils nous regardaient d'un air inquiet, parce que chacun de nos pas était plus chancelant et plus hasardeux que le précédent. Ça leur donnait l'impression que notre petite bouille allait finir par violemment rencontrer le sol. Parfois, ça arrivait. La douleur n'était que passagère. Mais nos esprits, eux, étaient bel et bien marqués. On mettait toujours les chaussures de nos parents, mais désormais, nous faisions attention. C'est ce qu'on appelle apprendre. Et apprendre, c'est un premier pas vers la compréhension. Plus l'on avance dans la vie, mieux l'on comprend. On comprend le monde qui nous entoure, on comprend les autres, et surtout, on se comprend soi-même. Tenez, imaginez une bulle dans laquelle nous naissons et qui va grossir chaque jour pour laisser place à de plus en plus d'informations. À 5 ans, c'est nous, nos frères et sœurs et nos parents. Toute personne extérieure à cette bulle n'a qu'une fonction et n'existe que par celle-ci. Il est inconcevable pour un enfant de notre âge d'imaginer que chaque individu vit sa vie indépendamment de la nôtre. La maîtresse, par exemple, n'est que la maîtresse. Si on la croise en dehors de l'école, c'est incompréhensible. On se demande qu'est-ce qu'elle fait là, Madame Petit? Pourquoi elle n'est pas à l'école, je comprends pas. Alors on demande à nos parents. Ils semblent toujours avoir réponse aux questions qu'on se pose. À 12 ans, on commence à se soucier du regard que les autres portent sur nous parce que nous sommes capables de porter notre regard sur les autres. Malheureusement, nos parents ne semblent plus vraiment avoir réponse à nos questions. En tout cas, on n'a pas envie de les entendre. Et à 20 ans, à 20 ans, on comprend la complexité des cordages qui s'entremêlent, qui animent notre vie. On réalise que notre existence n'est pas une ligne droite, que les choses n'arrivent pas les unes après les autres en attendant patiemment leur tour en file d'attente. Tout s'entrecroise et tout s'entremêle. Mais nos parents semblent de nouveau avoir réponse à certaines de nos questions. Cette boucle, elle ne s'arrête pas. On apprend perpétuellement. Je vous le répète, apprendre, c'est un premier pas vers la compréhension. Et comprendre, c'est grandir. Revenons-en à cette phrase. Tu comprendras quand tu seras grand. Elle avait le don de m'énerver. Je ne voulais pas attendre. C'était dans bien trop longtemps, je voulais savoir maintenant, sinon je n'aurais pas posé la question. Et puis, arrive le jour où on comprend. Elle est parfois misérable, cette vie d'adulte, n'est-ce pas? Elle est dure avec nous. On voit des choses que l'on ne veut pas voir. La planète brûle, 10% de la population crève la dalle pendant que le reste s'empiffre et surconsomme. Et nous, on regarde impuissants. Il y a aussi nos proches qui vieillissent. Parfois, c'est dur de continuer sans eux. Face à ce vide qu'une personne laisse derrière elle. Il n'existe pas plus violente et plus grande claque que la faucheuse. Cependant, la vie aurait-elle la même valeur si elle durait pour toujours? Le timing ne semble jamais bon, et ce sont les moments les plus difficiles qui nous font avancer le plus loin. Et autour de tous ces maux de l'humanité qui nous attristent et nous dépriment tous, existe tout de même une beauté hors pair. Ce sont les moments les plus simples que je trouve les plus doux. S'allonger sur une nappe au soleil, dans un parc avec quelques amis, laissant le temps couler, sans lui courir après. Tenir l'enfant de mon frère dans mes bras. Écouter mon petit cousin me parler des 50 différents types de camions-pompiers alors que ça ne m'intéresse absolument pas. Juste pour observer la joie sur son visage à chaque nouveau véhicule qui défile sur son téléphone. Ou encore, contempler la vue sur les montagnes de l'Atlas depuis la maison de mes ancêtres à Mazerte. Bref, prendre à plein poumon ce que la vie et la nature souhaitent nous offrir.
et donner sans compter pour que tous autour puissent en profiter. Alors non, non, il ne s'agirait pas de dire cette phrase pleine de reproches que l'on dit à ceux qui ont toute la vie pour mûrir. La vie se charge de nous faire grandir. Occupons-nous de la vivre. Quelqu'un que j'ai dit aussi, elle était très haute. Cinquième et dernière candidate. Seulement pour l'ordre de passage, car cette place ne lui conviendrait pas. Elle aime se lancer des défis, qu'elle réussira sans doute grâce à sa spontanéité et sa détermination. Elle est à la perpétuelle quête du dépassement de soi, et le concours d'éloquence est un autre défi dans sa vie. Je vous demande d'applaudir chaleureusement la représentante d'Eltron Management, Mathilde. « 24 décembre. Dîner familial censé être convivial. Je suis assise à côté de ma sœur féministe et en face de mon cousin écologiste. Ma tante nous présente son nouveau conjoint, issu de la diversité pour ne pas froisser pépé. Ce n'est que l'entrée et c'est déjà bien assez pour identifier le goût qu'aura le dîner. Ça y est, le top départ est lancé. J'accroche ma ceinture pour ne pas foncer dans le mur, premier looping et mince. Mon cousin est déjà sur le ring. Pour une histoire d'avion pris à la moindre occasion. Et puis ma sœur renchérit en disant que de toute façon, seulement 6% des pilotes sont des femmes et que ce n'est pas le hasard de la vie. L'oncle PDG ramène sa fraise pour estimer le coût des billets et nous voilà embarqués dans un tourbillon de sensations. Tout le monde s'en mêle pour savoir qui criera de plus belle. Un repas dans le brouhaha où l'écoute passe à la soute. Encore un moment de vie où je me dis que pour moi, bien souvent, le cri rime avec conflit. Parce que le cri fait peur. Et le cri peut faire mal quand il n'est pas maîtrisé. Attention, je ne dis pas que crier est un crime, quand il permet d'extérioriser ou bien de se motiver. Mais permettez-moi de vous dire que vouloir crier plus fort, c'est l'arme du néant. L'arme de celui qui n'est pas vaillant, celui qui déserte parce qu'il ne se sent pas assez puissant ou celui qui doit nuire pour se sentir vivant. Alors que faire ? Que faire quand l'être humain cherche à tout prix à être le plus aguerri, cherche toujours à être le numéro 1, refusant le moindre coup de main ? Pour moi, c'est surtout le premier à ne plus contrôler son adversité, quitte à vous piétiner. Crier plus fort pour masquer ce complexe d'infériorité. Alors que faire ? Il n'y a pas de règle du jeu. Des gagnants, des perdants, ça existe depuis la nuit des temps. Mais pour moi, celui qui rafle la mise, ce n'est pas celui qui méprise. Crier plus fort pour masquer ce complexe, ce manque d'autorité. Ainsi, ce soir, j'emploierai un ton grave. Et je vous assure qu'il ne dépassera pas les 3 octaves. Pour donner de la voix à celles et ceux qui n'essayent pas d'être les rois. Parce que oui, ils sont encore nombreux en 2023. Quand nous, ce soir, sommes bien installés en amphi Pierre Mauroy, d'autres sont pillés et mourants. J'ai une pensée pour cette famille d'Europe de l'Est cachée sans eau ni électricité et qui vient de dire adieu à sa liberté. J'ai une pensée pour cette femme qui, après le travail, est rentrée le cœur noué parce que son mari de pied ferme l'attendait. J'ai une pensée pour cet enfant devenu orphelin parce que papa et maman passaient une soirée au restaurant au mauvais endroit et au mauvais moment. J'ai une pensée pour cet ours polaire qui ne trouve plus ses repères parce que son habitat se détruit pas à pas sans qu'il puisse mener le combat. Ces catastrophes engendrées par des actes injustifiés par des acteurs déboustolés. Fait générateur ne pensait qu'à son propre bonheur. Lien de causalité, l'absurdité, dommage, anéantissement au sens large.
Heureusement, pour ne pas entraîner une affaire classée, nous disposons des clés. Parce que nous décidons de ne pas nous faire marcher sur les pieds et nous allons avancer d'un pas décidé, dans l'humanité et dans l'unicité, et non dans la colère et la rage qui ne font que diviser. Pourquoi chercher à crier plus fort lorsque l'on peut mettre le monde en mouvement en parlant, en dansant, en écrivant, en témoignant ou en chantant ? Défendre ses idées en les ayant méditées. Laisser la liberté à chacun de trouver sa vérité. Nous avons la chance de pouvoir choisir notre moyen d'expression. Alors c'est à chacun de trouver comment capter l'attention. Quand Simone accablait ses opposants d'arguments pour voter pour l'avortement, elle n'a pas crié plus fort pour légitimer l'IVG, mais a agi déterminée pour faire changer les idées. Quand Munch criait son mal-être sur sa toile silencieusement, il n'a pas crié plus fort pour que des millions ressentent des frissons et comprennent son hurlement. Quand Nick Hutt a capturé le cliché de cette petite vietnamienne brûlée, il n'a pas crié plus fort pour rendre sa photo historique et dénoncer la violence d'une guerre chaotique. Alors, faut-il crier plus fort ? Faut-il crier plus fort pour battre des records ? Si je suis devant vous ce soir, c'est que je crois en la puissance des mots. Je crois que les mots peuvent bâtir ou alors détruire. Ces mots déposés au creux de l'oreille qui souvent nous émerveillent. Ces mots résonnant dans des discours pour de plus beaux jours, mais aussi ces mots qui montent crescendo quand il s'agit de décharger son fardeau. Et je sais ô combien c'est dur de contrôler ses émotions quand notre cœur a soif de révolution. Et en ce 8 mars, ce soir, je voudrais mettre en lumière toutes les femmes. Les femmes de cette salle, nos sœurs, nos amies, nos mères, qui n'essayent pas de crier plus fort face à toutes les petites guerres, mais qui agissent en gardant les pieds sur terre. Et nous pouvons en être fiers. Si je suis devant vous ce soir, c'est que je veux défendre ceux qui souhaitent s'exprimer, qui ont cette audace de savoir s'affirmer, seuls ou accompagnés, mais dans la paix. Je ne suis pas ici pour faire de grands discours, mais si je peux poser ma pierre pour parler de ce qui nous entoure, alors je suis d'autant plus ravie d'être finaliste de ce concours. Ainsi, je conclurai le cœur apaisé. Et lors de mon prochain dîner, je leur dirai avec détermination et émotion, parler, c'est prendre position. Se taire, c'est prendre position. Crier, c'est provoquer la division. Alors, n'essayons pas de vouloir crier plus fort, mais tendons l'oreille et tendons la main. Merci. Merci Mathilde pour ton discours et merci à nos 5 candidats pour la qualité de votre discours. Même si nos 5 candidats ont beaucoup de talent, le jury va devoir faire un choix et élire les 2 finalistes. Donc le temps que le jury fasse la délibération, on fait une pause et du coup on vous demandera de revenir pour 20h30. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver ici pour la tombola. À tout à l'heure, enfin tout de suite. Donc ça y est, le jury a fait son choix, même si le choix était très difficile puisque nos 5 candidats avaient beaucoup de talent. Donc je vais vous demander déjà d'applaudir les 5 candidats pour leur discours. Et je vais laisser la parole au jury pour annoncer les 2 finalistes qui vont aller à la joute oratoire. On annonce directement les 2 finalistes alors ? Comme vous voulez. Bravo aux candidats, en effet. Bravo à tous les 5. Les discussions étaient âpres. C'est un exercice qui est vraiment difficile. Et bravo à vous pour oser le faire. On est plusieurs à avoir suivi votre parcours tout au long des différentes phases du concours et on a vu votre évolution. Donc bravo pour ça. Je vous invite tous à suivre leur exemple et à prendre la parole en public dès que l'occasion vous en est donnée. Vous aviez tous les 5 beaucoup de qualités.
On a dû faire un choix, comme vous voulez. Ah bah finalement, je n'annonce pas. Bah, sur les 5 candidats, donc vous voulez qu'on parle des 5 candidats les uns après les autres d'abord? Bon, très bien. Baptiste, qui est, je ne sais pas où, qui est ici. Baptiste, toujours de jolis textes, bien emportés. Attention au micro, mais je sais que vous n'aviez pas le choix, mais simplement, comme il allait et venait, parfois le son de ta voix montait et redescendait. Donc attention à garder le micro quand tu es obligé d'en avoir un au même niveau. En termes de posture, c'était bien. En termes de regard, c'était bien. Malheureusement, parfois, tu étais un peu prisonnier de ton texte. Ça manquait un peu de liberté à ce niveau-là. Concernant ensuite Anna, juste ici. Maître Barège. Ah non, j'ai non, mais fais un... Ah, je fais tout. Non, Très bien, très bien. Anna, c'est vraiment bien. On sait que tu es la plus jeune ici et ça ne rentre pas en ligne de compte dans nos choix, mais tu as vraiment, de toute façon, tous, en termes de structure du discours, c'était bien, l'accroche, vous nous avez tous accrochés, vous nous avez tous emportés, vous avez tous bien conclu. Il y en a certains qui ont dit merci à la fin, c'est pas bien. Anna, c'était bien, tu nous as bien emporté. Un peu trop de répétition parfois avec le c'était écrit. Ce qui était bien, c'est que tu avais vraiment un axe directif. On comprenait là où tu voulais aller et on te suivait là-dessus. Parfois peut-être un tout petit peu scolaire, mais c'est normal. Et il faut que tu existes, il faut que tu... Pour convaincre ton auditoire, il faut que tu occupes l'espace. Il faut que tu l'occupes et il faut que ton texte occupe l'espace. Tu vois, il faut que tu gagnes en force de conviction et perdre un peu dans cette gêne qu'on ressent encore chez toi. Enzo, plus de basculement. Félicitations. Bien sûr. Non, c'était très bien. Une vraie évolution, encore une fois, de phase en phase. Un discours bien construit, bien écrit, on te suivait. Attention simplement à encore parfois une voix qui monte un peu dans les aigus et qui casse un peu du coup cette authenticité que tu pourrais avoir. Et un discours parfois un peu inégal aussi. Tu vois, il gagnerait à être encore renforcé, à monter encore en niveau d'écriture, à gagner en référence, à vraiment être plus fort, plus percutant, à avoir plus d'impact. Voilà. Tu as vraiment une grosse marge de progression, il faut que tu te donnes, il faut que tu te laisses aller encore plus quand tu fais ce type d'exercice, quand tu prends la parole face à un public. Iman, qui est ici. Iman, là, pour le coup, en termes d'authenticité, évidemment, sans texte, un très joli texte, mais sans texte écrit devant toi, sans pupitre, en délaissant un peu le micro, tu gagnes évidemment en lien avec nous et on t'écoute d'autant mieux que ton texte est vraiment ciselé. Et ce texte, d'autant plus ciselé, a encore plus d'impact parce qu'on ne sent pas tout le travail que tu as mis derrière pour l'écrire. C'est ça qui est fort, c'est que tu as cette maturité nécessaire pour avoir un joli texte et le présenter devant nous, nous convaincre, nous prendre dès le début et nous forcer à te suivre tout au long de ton axe sans que l'on sente que ça a été déjà travaillé en amont. Un petit conseil, ne commence pas ton discours ici. Tu te coupes, tu l'as dit, tu n'es pas très grande, du coup on ne voit pas grand-chose. Et ensuite, non mais je suis pas très grand non plus, hein. Et en plus, tu t'enfermes, tu n'as plus que la gauche et la droite comme choix. Alors qu'en parlant d'ici, là, tu vas pouvoir beaucoup plus exister et avoir beaucoup plus de marge de manœuvre dans tes déplacements. Enfin, Mathilde, c'est très frais. Un joli travail sur l'écriture, sur les sonorités.
une belle conclusion. Attention parfois à... tu as mis de l'émotion dans ton texte, c'est bien. Le problème, c'est que tu as commencé avec ce ton très guiré, tu es allé sur des choses très graves, et tu as gardé ce ton guiré en allant sur des choses graves, et ton ton s'est adapté, mais un peu en décalé par rapport au texte. Donc pareil, sur l'authenticité, ça casse un peu quelque chose. Mais encore une fois, bravo. Félicitations, vous avez tous été très très bons. Bien, alors moi je vais vous montrer que les avocats parlent beaucoup. Voilà. Non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, voilà, Mohamed a été un de mes étudiants quelques temps et voilà, il a compris qu'il fallait parler beaucoup. Non, très simplement, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, puisqu'on était d'accord sur les prestations de chacun. Moi, je voudrais juste insister sur 2-3 éléments, peut-être en plus de ce qui a été dit. Voilà, il y a quelques instants, on évoquait le positionnement. Est-ce qu'il faut être devant Je m'associe à ce qui a été dit, mais en même temps, juste pour nuancer un petit peu le propos, je pense que ce qui est important, c'est aussi d'être très à l'aise. Voilà, à mon sens, c'est ça. Moi, je le vois aujourd'hui. Bon, je suis avocat, je suis maître de conférence, j'interviens régulièrement devant des étudiants. Je suis un timide maladif. Et je suis très timide, j'ai toujours été très impressionné par la parole en public. Aujourd'hui, ça va mieux quand même avec le temps. Mais je crois que ce qui m'a beaucoup aussi aidé, moi, dans les interventions devant un public, c'est de trouver l'endroit où je me sens le mieux. Et il y en a certains, ça va être derrière le pupitre, ça peut être effectivement devant, ça peut être derrière un bureau, ça peut être dans un coin de la salle. Et je crois que ce qui est important, c'est que vous soyez à l'aise. Parce que si vous êtes mal à l'aise, de toute façon, vous allez transmettre un sentiment à votre auditoire qui va ressentir ce malaise. Donc je crois que ça, c'est aussi important d'abord d'être très à l'aise. Ensuite, moi, dans les prestations que j'ai entendues, je pense que peut-être si je devais faire un reproche collectif, mais c'était de très bonne qualité, hein, mais peut-être le reproche collectif, c'est que vous n'utilisez à mon sens pas assez les silences qui conduisent chacun à s'interroger. Vous peut-être ne fluctuez pas assez dans la rapidité du propos. Alors je ne sais plus, dans une prestation, il y a un moment où quelqu'un décrit une scène qui est en train de se passer. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut accélérer le propos pour que chacun s'identifie à la scène. Et puis par contre, quand on arrive sur l'émotion, quand on dit qu'il faut oser se battre, là on peut ralentir, poser les mots. Et je crois que c'est important aussi de savoir fluctuer pour pas qu'il y ait ce ton qui peut parfois être un peu monocorde et on peut commencer presque à s'ennuyer même si les prestations peuvent être très courtes. Voilà. Après, et ça c'est le regard de juriste, moi je suis très attaché en tant que juriste à la structure et à ce que le sujet soit intégralement traité. Et donc dans les sujets, moi c'est ce que je disais dans les échanges qu'on a eus, c'est que dans la structure, mais ça c'est vraiment le défaut du juriste. Chez les juristes, vous savez, je ne sais pas si ici il y en a qui ont fait un peu de droit ou si vous avez entendu beaucoup de profs de droit. Chez les juristes, on dit toujours il faut commencer par définir les termes du sujet. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me plaît. Dans la prestation, par exemple, d'Anna, j'ai beaucoup aimé la définition de c'est écrit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots. Et je trouve que c'est important de bien définir les termes du sujet à un moment ou à un autre dans sa prestation. Et puis, je termine juste voilà, et puis aussi oui, de traiter tout le sujet. Alors là, je pourrais presque faire des observations à chacun, parce que par exemple, bon, alors j'en prends, je vais pas tout le faire pour tout le monde, mais Anna, le sujet c'était écrit entre parenthèses point d'interrogation. Alors, je me suis posé moi la question avant que la prestation commence, pourquoi il y a un point d'interrogation, pourquoi il est entre parenthèses. Bon, j'ai pas eu la réponse, mais voilà, il y avait un sujet, c'était il s'agirait de grandir. Il s'agirait. Pourquoi il s'agirait? La réponse, bon, je l'ai eue dans la conclusion de la prestation. Voilà, souvent, comme ça, je me suis dit, mais tiens, est-ce que le sujet est intégralement traité? Le dernier sujet, faut-il crier plus fort? Bon, toute la prestation, ça a été finalement non, ça ne sert à rien de crier. Agissons plutôt, mais je me suis dit aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie du sujet où, bordel, il y a un moment, il faut crier, quoi? Hein, parce que ça permet aussi de se faire entendre. Voilà, donc c'était des questions comme ça. Je me dis, des fois, peut-être que le sujet, il faut bien le traiter intégralement, mais on pourrait le dire pour chacun. Mais ce que je retiens quand même, et je termine par ça, c'est que vraiment, j'ai été globalement assez impressionné par vos différentes prestations. J'ai passé jusqu'à présent un très bon moment.
Ce matin, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis PSG, Bayern de Munich ou l'IAE? Et en fait, j'ai pas eu à hésiter. C'était évidemment le concours d'éloquence. Et donc voilà, je suis absolument convaincu que c'est bien plus intéressant que regarder Neymar avec ses béquilles en train de regarder un match. Je peux pas dire, moi, du coup. Bonsoir. Pareil, hein, ça a déjà été très expliqué pour chaque performance que vous avez fait et tout. Moi, je vais juste revenir sur un point pareil global qui est ce qui m'a plus marqué et peut-être un axe d'amélioration pour tous les 5. Surtout que je vous ai déjà vu la dernière fois, donc je sais ce que vous avez corrigé, je sais ce que vous avez changé. Et bravo pour ça, parce que pour la majorité de vous 5, l'ancrage était un problème, le poser son texte était un problème, et là vous avez pris un peu plus le temps. Il faut encore trouver une petite nuance, et le constat général pour moi, c'est trouver l'énergie. C'est-à-dire trouver l'énergie dans votre texte, trouver là où vous allez, trouver une forme de quelque chose qui va vous pousser dans votre texte en fait. Si vous restez sur un ton global, on va pas avoir l'impression que vous avancez, on va pas avoir l'impression que vous allez quelque part. Alors que si vous variez les énergies, si vous rentrez dans le vif du sujet, posez votre voix pour poser des choses importantes et que derrière, vous presque un peu vous laissez emporter, mais toujours dans cette idée de contrôle et de savoir où vous allez. Là, je pense que vous pouvez trouver vraiment quelque chose qui va tout de suite aller chercher les gens, chercher le public, chercher les personnes qui vous écoutent et trouver vraiment une forme de... un élément qui va toucher chaque personne individuellement. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais bravo à vous tous. Bonsoir. Alors moi, je vous ai découvert ce soir, tous les 5, et comme mes collègues, je vous dis bravo à tous, parce que tous les 5, chacun à votre manière, avec votre sensibilité, avec vos énergies, avec votre parcours, que je ne connais pas, moi je découvre, vous nous avez tous emmenés quelque part. Certains ont voulu rendre hommage à cette aventure, et vous avez réussi à le faire. Certains ont voulu montrer le combat qu'ils ont mené, les progrès, l'écoute aussi, vous en avez parlé. Et maintenant qu'on a écouté, maintenant qu'on a appris, on agit et on commence par cette belle révérence en en parlant, en discutant, en le montrant justement à cet amphi qui est là ce soir pour vous écouter. Donc vraiment, bravo, bravo à tous. En effet, je rejoins mes collègues sur peut-être le plus difficile dans l'éloquence, c'est qu'il faut penser absolument à tout. Il y a bien sûr la construction de son discours. Et tous, avec votre sensibilité, il y a une originalité dans votre construction de discours. Mais il faut aussi penser à son corps. Tout le corps, petit ou grand. Donc, on peut avoir un buste en ouverture face à son public. Il ne faut pas l'agresser non plus. Pas exagérer. Mais il faut penser au bas aussi. Pas avoir un buste incroyable et puis derrière... D'accord ? La voix également. La voix est importante. Parce que c'est elle le transfert de notre discours, des mots que l'on va dire. Et les mots font éprouver des choses aux autres. Sans partir dans le drama, sans partir dans la comédie, essayer de faire rire absolument, il faut justement par la voix réussir à transporter son message. Et je tiens à vous féliciter vraiment parce que tous, à votre niveau, avec votre parcours, avec vos mots, vous avez tous réussi à nous emmener quelque part. Alors peu importe le résultat de ce concours, vraiment, bravo à vous. Bravo. Le moment tant attendu. Nous allons annoncer les 2 finalistes. Comme vous savez, ça a été très difficile. On a vraiment eu beaucoup de mal. On a hésité assez longuement sur les finalistes. Et on va pas y aller par 4 chemins. Les 2 finalistes du concours d'éloquence de l'IAE sont Iman et Mathilde.
Donc, félicitations à vous deux. Vous allez donc avoir 20 minutes pour préparer la joute oratoire. Donc, le sujet, c'est « Faut-il envier les fous ?» Donc, Iman, tu défendras la vision positive. Et Mathilde, tu défendras la vision inverse, donc négative. Vous allez pouvoir aller vous isoler en salle 07 pour le préparer, avec Alexia qui va vous accompagner. Donc, vous pouvez aller avec Alexia. Place à l'action et place à la joute verbale. Alors veuillez applaudir nos deux finalistes, s'il vous plaît. Faut-il envier les fous? Nous ne devrions jamais envier personne, mais s'il y a bien quelqu'un que nous devrions envier, ce sont bien les fous. La folie s'est définie comme l'égarement de l'esprit. Et un esprit qui s'égare, pour moi, c'est un esprit qui voyage. L'homme pas nous dit dans un de ses plus beaux sons, c'est beau la folie. Il nous parle de sa grand-mère. Il dit qu'elle est folle. Mais il dit surtout qu'elle est heureuse. Faut-il envier les fous? Ces fous qui, justement, perdent la raison, comme nos grands-parents, quand on les voit à 80 ans, cloués sur un lit d'hôpital, qui ne savent même pas qui nous sommes. Quelle tristesse. Et puis vous, enviez-vous le moment où vous êtes devenu fou, fou de rage? Fou de rage, à ce moment où ces émotions prennent le dessus et passent au-dessus de la raison. Et qui vous transforme en une personne soumise, prise au piège par votre cœur, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de raisonner et d'avancer avec détermination. Certes, la folie, vue de ce point, n'a pas l'air bien accueillante. Mais pour moi, la folie, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est accepter de suivre là où la vie nous emmène. Certes, la colère ne donne pas envie, mais si elle est là, c'est qu'elle doit sortir. Est-ce que c'est réellement de la folie? Je ne sais pas. Mais pour moi, le plus gros point, ce que nous décrivons tous comme folie, c'est surtout ce que nous jugeons tous comme quelque chose de non normal, qui ne nous correspond pas. Des choses qui nous font peur, certes, mais aussi des choses qui nous perturbent, qu'on ne connaît pas. Avec ce regard plein de jugement, c'est plus simple de dire ils sont fous que d'essayer de les comprendre. Pour moi, ces gens fous, ils sont heureux parce qu'ils s'en foutent du jugement des autres. Bien plus heureux que nous qui tous les jours pensons à ce que notre voisin va dire de notre nouvelle coiffure, de notre tache sur notre beau t-shirt. La honte qu'on peut se taper devant un amphi plein de gens lorsqu'on bégaye. Pour moi, la folie, c'est la joie. Pour toi ainsi, la folie, c'est suivre une route déjà tracée, une route que l'on a décidée. Penses-tu que c'est fou, justement? C'est fou maladif, c'est fou violeur, c'est fou tueur.
eh bien, il souhaite ainsi être seul ou mis à l'asile. Penses-tu que ces fous désirent profondément d'être une fourmi et finalement écrasée par des personnes, par une société qui les nie, qui les délaisse, qui leur marche sur les pattes, si je puis dire? Cette folie que tu décris est un terme bien parapluie. Bien prendre tout ce qu'on ne veut pas. Un violeur, pour moi, n'est pas fou. Un violeur est bien conscient de ce qu'il fait. C'est une mauvaise personne, certes, mais ce n'est pas un fou. Un fou, c'est quelqu'un qui n'a pas la même notion de raison que nous, certes. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a violence pour autrui. Alors certes, c'est facile de dire que tous ceux qui nous font peur sont des fous. Mais là où vous voyez la peur d'un individu imprédictible, je vois la possibilité d'apprendre et d'essayer de comprendre comment le cerveau d'un autre fonctionne. Là où vous voyez l'absence de raison, je vois l'absence de problèmes superficiels qui vont nourrir notre jugement perpétuel de nous-mêmes et des autres. Là où on peut voir un manque de jugement, je vois une vision et une perception différentes de la nôtre. Que la société, celle que nous avons, elle a été forgée par la société, certes. Et nous nous comprenons tous entre nous. Et ceux qui n'ont pas ce prisme vivent la vie tout de même avec une certaine beauté. Ainsi, si je reprends les mots, un fou n'est pas un voleur, n'est pas un tueur. Alors comment expliquerais-tu que Fourniret, vous avez sûrement dû voir le document Netflix qui circule en ce moment, aurait tué ses enfants, aurait violé ses enfants et aurait désiré finalement finir comme un animal en cage, juste avant l'abattage, sans issue de secours? Penses-tu que ce fou n'est pas un fou maladif, un fou qui le fait agir sans réfléchir? Et puis, un fou n'est que finalement un bouffon du roi. Et qu'est-ce qu'ils font, les bouffons du roi? Ils se font marcher dessus, ils servent à faire rire la galerie, et finalement, ce sont eux ce sont eux que l'on prend pour des moins que rien. Donc pour toi, un fou violeur amuse la galerie? Je n'ai pas le même point de vue. Encore une fois, je pense me répéter, mais c'est important pour moi, un fou, ce n'est pas la catégorie fourre-tout. Ce n'est pas dès que quelque chose est très perturbant, on le catégorise de fou. C'est bien trop facile. Alors oui, il faut faire face aux démons qui existent dans chaque personne, plus ou moins présents. Alors nous avons tous cette petite voix horrible, nous susurre des choses à l'oreille, mais nous l'ignorons. Et elle ne nous susurre certes pas des choses aussi horribles que ceux qui sont en prison. Je voudrais aussi évoquer ces fous, ces gens devenus fous de la notoriété. Je pense à ces artistes, je pense à ces chanteurs qui, par l'emprise de leur public, sont tristes, sont plongés dans la tristesse et de ce fait, une carrière qui se termine en un enfer. Donc non, je n'envie pas les fous. J'envie les gens équilibrés, les gens intelligents, les gens dotés de capacités à s'exprimer. En rien, je n'envie les fous qui se laissent piétiner. Piétinés par la vie, par leurs actes qu'ils subissent. Par la société qui ne fait que les critiquer, qui les mettent de côté sans soucier. Pourtant, on a essayé curatelle ou sous tutelle, mais finalement, rien ne pourrait les rendre comme avant, ou alors comme des personnes comme toi et moi devant cet amphithéâtre ce soir. Cette folie que tu décris et qui est subie, comme tu le dis, dans cette société qui ne les comprend pas,
Cette folie pourrait exister autrement, simplement on ne sait pas. On préfère les enfermer, les bloquer, plutôt que d'essayer de les comprendre. Et même si on essaye de les comprendre, parfois nous n'avons pas les outils. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais un fou qui n'est pas dans ce prisme du monde dans lequel nous vivons, rempli de bruit et de mouvements et d'obligations, s'épanouira sûrement plus que celui qui habite à côté de chez nous et qui tous les jours essaye de subsister et de rester dans la vie qu'on lui a proposée sans vraiment avoir le choix. Pour moi, un fou serait très heureux dans sa cabane au fond des bois, car il n'aurait plus à subir ce que les non-fous lui oppriment. Sache que si moi j'allais au fond des bois, eh bien je serais parce que fou. J'aurais peur parce que oui, les fous me font peur. Parce que les fous sont parfois ceux qui nous suivent dans la rue le soir pour nous emmener voir je ne sais quoi. Ces fous qui veulent nous emmener dans leur folie et qui finalement, ce n'est pas un coup de foudre, mais plutôt une peur fatale. En effet, le fou qui veut te tuer ne peut point le défendre. Mais pour moi, le fou qui veut te tuer se cache derrière ce parapluie qu'est la folie. En réalité, c'est difficile pour nous d'accepter que quelqu'un puisse, de son plein esprit, penser à des choses pareilles, faire des actes aussi sordides. Mais la réalité est que qualifier quelqu'un de fou, c'est le dédouaner de ses actes. Et pour moi, le meurtrier comme le violeur ne devrait pas en être dédouané car il en est pleinement responsable. Je conclurai donc que pour moi, un fou qui se cache derrière son parapluie, eh bien, sous ce parapluie se trouverait beaucoup de larmes, beaucoup de peine, beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse et bien sûr de la détresse. Et que ce fou ne pourra jamais retourner alors à son état initial. Et ce fou, alors, sans qu'on puisse l'arrêter, continuera toujours de nous ruiner, de nous saccager. Et comme nous pouvons le voir dans cette humanité, ces fous qui tuent des vies, qui font la guerre, ces fous qui veulent toujours plus, ne pourront jamais égaler une personne réfléchie, intelligente. Cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas extravagante, mais alors, c'est ainsi que je conclurai. Je me permets de continuer sur ta conclusion, car nous n'abordons depuis tout à l'heure que les fous qui nous font peur, mais la folie est un prisme, c'est un spectre, et on peut tant bien y contenir des personnes que tu qualifies de fous, que je ne qualifie pas de fous, qui nous font peur, ainsi que des personnes qui simplement ne sont pas comprises par ce monde. Ces personnes qui seraient très heureuses, comme la grand-mère d'Antoine, dit l'homme pâle. Cette grand-mère qui n'a jamais fait de mal à personne, cette grand-mère qui était perçue comme folle, mais qui était heureuse. Et on dit souvent que quelqu'un qui accepte la folie de quelqu'un d'autre paraît nécessairement fou. Car la folie nous fait peur. Mais pour moi, s'il y a bien quelqu'un à envier, ce sont eux. Par cette vie, sans prisme, sans jugement, car ils en sont déjà extérieurs. Bravo à nos deux candidates pour cet échange vif et intense, avec quelques petites piques. Hélas, elles vont devoir être départagées par notre jury, puisque seule l'une d'elles va gagner le trophée. Vous avez peut-être votre favorite, mais hélas, c'est notre jury qui va en décider.
Donc le jury va être invité à délibérer en bas, à la morgue. Peut-être. Pendant ce temps, on a eu une petite surprise de notre ancien président, Olivier, qui nous regarde d'ailleurs. Voilà, Olive pour les intimes, en Erasmus, qui nous a fait une petite vidéo, trop chou. Et donc, on va vous la montrer. Notre petit bonhomme de neige. Oyez, peuple lillois. Petit message pour la team Éloquence. On vous souhaite, tous les membres Erasmus, un grand bravo et un grand merci à vous. Vraiment, on vous félicite du fond du cœur. Vous avez géré de ouf la reprise. On est très très fiers de vous et on est super fiers des masterclass et surtout du concours que vous êtes en train d'organiser. Donc un grand bravo à vous. Vous êtes tous super impliqués, ça fait plaisir à voir, mais aussi de suivre toutes les avancées. Ce qui est important aussi de voir, c'est que le groupe il est soudé et solidaire. Donc on voulait vous remercier pour l'investissement cette année. Vous pouvez être fiers de vous parce que nous, en tout cas, on l'est énormément. Et on voudrait aussi remercier toutes les personnes qui ont fait que cette année, le projet Éloquence a grandi. On pense notamment au public, aux intervenants, aux participants, mais aussi à l'ensemble de nos partenaires. Donc un grand merci à vous. Et comme on dit, la team, ce que vous avez fait cette année, c'est une vraie masterclass. Et on se dit à bientôt. Et je veux vous entendre en passant de l'Espagne, du Portugal à la Laponie. Je veux un maximum de bruit pour la team qui a réalisé ce projet et vous aussi qui ont fait que ce projet puisse exister. On se dit à bientôt et prenez soin de vous. Merci les gars, merci Olivier, merci Charlotte, merci Maëva, merci Mehdi. Ça nous touche beaucoup que vous pensiez à nous. C'est super gentil et on a vraiment hâte que vous nous racontiez votre vie de rêve en Erasmus. Mais vraiment, ça nous fait super plaisir. Merci beaucoup. La décision vient de vous appartenir. Vous avez voté et décidé d'amener à la 3e place du concours IAU Lille 2023 Baptiste Robin. Je vais maintenant laisser la parole au jury pour donner suite à la délibération. Bon alors c'est le moment tant attendu, c'est ça, on va pas débriefer simplement, juste je dis un mot, c'est que l'exercice était extrêmement difficile. Je sais pas comment vous avez préparé ça pour réussir à passer la parole de l'une à l'autre, parce que vraiment comme ça, le faire en direct, j'ai envie de vous dire à toutes les deux, félicitations véritablement. Je pense juste, si je devais vous donner un conseil, si un jour vous êtes de nouveau confronté à cet exercice, c'est l'importance toujours de la structure. C'est-à-dire là, vous passiez la parole, je pense que vous auriez été encore plus forte en vous disant à chaque fois que je vais prendre la parole, j'ai un thème. Voilà, c'est juste à donner une structure, en se dire tiens, là, j'ai identifié 4 ou 5 thèmes que je vais utiliser. Ça, à mon avis, ça vous aurait beaucoup aidé. Chez les avocats, on dit toujours que pour convaincre, c'est une deuxième idée importante, pour convaincre, il faut dire que l'on va dire quelque chose, il faut dire la chose et dire que l'on a dit cette chose. Et en fait, je pense que voilà, ça peut aussi être une structure intellectuelle, c'est-à-dire la première prise de parole, on va annoncer finalement ce qu'on dira, la deuxième, la troisième, on va développer ce que l'on voulait dire, la dernière, on termine. Voilà, mais encore une fois, j'ai trouvé que l'exercice était passionnant. Et donc, il ne nous reste plus qu'à, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, mais il ne nous reste plus qu'à annoncer les vainqueurs. Mais forcément, j'ai envie de vous dire, on était 3 hommes, on était une femme. C'est le jour pour le droit des femmes, Journée internationale du droit des femmes. Donc, je propose que la touche féminine de ce jury annonce notre décision. La journée de la femme, on commence à défiler, messieurs. Bon. Bon, encore une fois, en effet, félicitations à toutes les deux. Quel travail, quelle prouesse, quelle joute on a vu. Magnifique. Il a fallu décider. Ça a été très difficile. Vous avez toutes les deux des capacités extraordinaires. Pas plus de suspense. Le vainqueur du concours d'éloquence 2023, c'est... Mathilde.
on va inviter les 5 candidats à venir sur le devant. Les 5. Mathilde, Baptiste, Anna, Enzo, Iman, vous pouvez venir. Donc félicitations à vous 5. On vous remet une petite médaille. Et du coup, chaque candidat a le droit à une petite récompense. Et je vais vous laisser avec Edouard pour le discours de fin. Alors en tout cas, on voulait tout simplement vous remercier. Je vais essayer de faire un discours un peu bref parce qu'on est déjà en dehors des délais et qu'on ait une échéance importante à la fin, c'est-à-dire aller au bar. Après, mis à part ça, on voulait remercier déjà, personnellement, je vais remercier toute l'équipe qui a fait un excellent travail, qui a bien organisé. Évidemment, je voulais vous remercier, vous tous, pour le premier tour, deuxième tour, ou même là, lors de la finale, parce que sans vous, sans public, forcément, c'est bien moins intéressant, donc on voulait vraiment vous remercier aussi. Remercier ensuite nos jurys qui prennent de leur temps libre justement pour pouvoir nous faire cette belle soirée et donner des conseils très pertinents. Donc on voulait remercier évidemment les jurys. Et forcément, à la fin, on voulait évidemment remercier tous les candidats, non pas seulement les 5 finalistes, mais les 16 qui étaient là initialement, sans qui il n'y aurait pas eu de concours, bah, tout simplement parce qu'il n'y aurait pas eu de candidats. Quoi. Et pour terminer, vous pouvez surtout applaudir bien plus fort nos 5 finalistes et aussi notre gagnante Mathilde.